aujourd'hui, chers téléspectateurs, repartir très loin vers le passé, puisque je vais vous parler de Jacques Boucher-Crèvecoeur de Perthes, à l'occasion du 150e anniversaire de sa disparition en 1868. Boucher de Perthes qui fut le fondateur, en quelque sorte, de la science préhistorique au milieu du 19e siècle. Il faut rappeler d'abord le contexte général dans lequel il intervient. On avait découvert au XVIIIe siècle l'ancienneté de la Terre. Buffon avait mis en lumière dans son âge de la Terre, ses âges de la Terre plutôt au pluriel, quelle avait été la durée considérable des temps géologiques. Cuvier ensuite avait révélé l'existence d'espèces animales fossiles disparues. Il avait fondé la paléontologie et on avait, sur la base de ces premières découvertes, trouvé à Verrier en Savoie, c'était le fait d'un médecin genevois, des ossements fossiles, mais également des ossements gravés qui semblaient indiquer l'existence, la présence d'hommes à des époques qui paraissaient jusque-là beaucoup trop lointaines. Alors voilà le contexte, à un moment aussi où le méridional Édouard Lartet découvrait les restes d'un singe fossile à Sansan dans le sud-ouest de la France. Tout cela pouvait naturellement conduire à poser la question de l'ancienneté de l'espèce humaine à un moment où l'on demeurait encore le plus souvent attaché aux croyances issues de la Bible et donc à la conviction que l'humanité n'avait que quelques millénaires d'âge au grand maximum. Alors, dans ce contexte, qui est Boucher de Perthes, un amateur, pas un scientifique, il est né à Rethel, dans les Ardennes, en 1788. Il est le fils aîné d'un fonctionnaire des douanes, directeur des côtes de la Somme et de la Seine inférieure, pour préciser sa fonction. C'est un élève plutôt médiocre au collège. Ses études secondaires sont très vite d'ailleurs arrêtées. Et pour le récupérer en quelque sorte, son père va le faire venir auprès de lui alors qu'il n'a qu'une quinzaine d'années pour l'employer comme commis pour ses diverses activités. Le père se passionne pour les sciences naturelles, c'est un grand admirateur de Cuvier, ce qui évidemment constitue un terreau favorable pour éveiller la curiosité du jeune garçon. Il va être employé ensuite dans ses fonctions de l'administration des douanes à Marseille. Il sera également en mission en Italie, à Venise, à Trieste également, en Bavière, ce qui va lui ouvrir des horizons évidemment intéressants. Et au bout du compte, en 1825, eh bien, alors qu'il a 37 ans, il va prendre à Abbeville, dans la Somme, la succession de son père parti en retraite. Alors, il a beaucoup de temps libre, il a beaucoup de loisirs, cet administrateur des douanes, au point qu'il va publier des poésies, des nouvelles, il se veut également auteur dramatique, compositeur de musique, mais il se passionne aussi pour les sciences naturelles. Et il s'est mis en tête de rechercher des fossiles dans les terrasses alluviales de la Somme qui apparaissent comme un milieu favorable à ce type de découverte. Il est encouragé par un ami amiénois, Casimir Picard, qui était lui-même zoologue et botaniste. C'est ainsi que se mettent en place toutes les conditions des découvertes à venir. Et à l'été de 1826, dans une carrière de sable près du faubourg Saint-Gilles, proche d'Abbeville, eh bien, il va trouver des silex, et des silex dont il a l'intuition qu'ils ont été taillés, qu'ils ont été travaillés par l'homme. Ce n'est qu'une intuition, rien ne le prouve, mais c'est une question d'envergure, puisque la stratigraphie, c'est-à-dire la place dans les couches de terrain où ont été retrouvés ces objets, indique un âge
âge tout à fait considérable, une ancienneté inimaginable à l'époque. On le sait aujourd'hui, ce sont des objets qui ont à peu près 400 000 ans. Et personne n'imaginait que l'humanité, à l'époque, eut un âge aussi important. En effet, on s'en remettait à la Genèse, aux croyances issues de la Bible, et cela paraissait un petit peu bizarre de rechercher les restes d'une industrie primitive, des armes ou des outils qui auraient pu être le fait d'un homme antédiluvien, c'est-à-dire antérieur au déluge. Ce terme d'ailleurs dit bien le poids, toujours à l'époque, des croyances traditionnelles. Cela dit, Boucher de Perthes est convaincu qu'il va faire d'autres découvertes. C'est plutôt un acte de foi qu'autre chose, c'est plutôt une intuition, mais elle sera finalement porteuse. En 1828, il découvre un nouveau silex taillé. Il rend compte aux autorités scientifiques, mais qui ne veulent rien entendre. Il entreprend alors de rédiger un ouvrage consacré à la création du monde, une sorte de compilation de tout ce que l'on pouvait savoir à l'époque sur la question. C'est un énorme travail, mais au bout du compte, il est quand même obligé d'avouer pour l'essentiel son ignorance, mais s'en remet toujours à son intuition, à sa certitude que des humanités anciennes ont pu fabriquer les objets qu'il a découverts. Il est président de la société d'émulation d'Abbeville, sillonne la région de manière continue, chaque fois que s'ouvre un chantier qui peut permettre de nouvelles découvertes. En 1836, eh bien, il découvre une hache taillée, ou ce qu'il identifie comme telle, avec des incertitudes quant à la place où elle a été découverte dans les couches de terrain retournées à l'occasion de grands travaux. Ces grands travaux, il y en a d'autres. En 1837, on réalise dans la région d'Abbeville un canal. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles haches en pierre taillée, des objets en os également qui semblent avoir été travaillés, mais l'Académie ne veut toujours rien savoir. Cela dit, en 1846, Boucher de Perthes n'en publie pas moins le premier volume de ses antiquités celtiques et antédiluviennes. Donc, vous voyez, un titre qui peut paraître un petit peu bizarre. Il sera suivi d'un second volume en 1847 et d'un troisième en 1864. Alors, la question, évidemment, qui est posée à la charnière entre la recherche archéologique, entre les travaux des géologues, c'est a-t-il existé une humanité ancienne qu'on peut appeler préhistorique et qui n'aurait laissé comme seul témoignage que des outils de pierre taillée ? On constate en effet une évolution dans ce que l'on pense être des outils. On verra s'établir d'ailleurs quelques années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, c'est l'anglais Lubbock qui sera à l'origine de tout cela, la distinction entre le paléolithique et le néolithique par exemple. Puis petit à petit on met sur pied une méthode fondée sur la stratigraphie, l'endroit dans les couches de terrain où on a retrouvé les objets, et la typologie également, quelle était leur éventuelle utilité pour les hommes du passé. Tout cela permet d'aboutir à un classement des objets, tout cela permet aussi de constater au fil du temps, en plongeant dans ce passé très lointain, que des milieux climatiques différents se sont succédés dans le passé. Petit à petit, les éléments de la science préhistorique à venir donc se mettent progressivement en place. Pendant un temps, Boucher de Perthes est tenté par la politique. Il se présente aux élections en 1848, après la révolution qui a amené la formation de la Seconde République, mais il est battu et donc il va retourner à ses chères études selon l'expression consacrée. C'est un peu difficile parce que l'Académie reste toujours rétive pour
pour accepter ces hypothèses. Et heureusement pour lui, en 1853, le docteur Rigolo d'Amiens, qui a découvert lui aussi des pierres taillées d'une allure différente à Saint-Acheul, à proximité donc du chef-lieu de la Somme, eh bien ce docteur Rigolo va se rallier aux idées de Bouchet-de-Perthes. Il va se sentir ainsi un peu moins seul avec celui qui a mis en avant ce que l'on appellera plus tard l'industrie acheuléenne. Alors, ce qui apparaît quand même clairement, c'est que ces objets, ils sont en rapport avec des faunes disparues, hein, des mammouths, des rhinocéros laineux, remontant à des périodes lointaines révolues de l'ère quaternaire. Mais cela ne suffit pas pour emporter l'adhésion des spécialistes. Et en 1858, la Société des antiquaires de Picardie, réunie à Laon, rejette toutes les hypothèses de Bouchet-de-Perthes en parlant de ramassis sans valeur réunis au hasard, hein, quand il s'agit d'analyser les pierres supposées taillées qu'il présente. Le salut, si l'on peut parler ainsi, va venir d'outre-Manche. En effet, en 1859, le paléontologue anglais Falconer va se rendre à Abbeville. Il s'est rendu célèbre pour les fouilles qu'il a réalisées dans le Devonshire et il va se rallier aux hypothèses de Bouchet-de-Perthes. Et après lui, le géologue anglais Lyell, l'archéologue Evans vont faire de même, et les travaux de notre douanier vont même faire l'objet d'une communication à la Royal Society de Londres. Les choses avancent. Un jeune paléontologue français, Albert Gaudry, va à son tour intervenir, va découvrir plusieurs haches en pierre taillée dans la région d'Amiens, avec des restes de bovidés fossiles, d'aurochs donc remontant à l'époque glaciaire. Et finalement, l'anthropologue Quatrefages, membre de l'Académie des sciences, va enfin consentir à se rendre sur place et va présenter une communication à l'Académie des sciences qui va en quelque sorte légitimer les travaux de Bouchet-de-Perthes, une communication intitulée « La contemporanéité de l'espèce humaine et de certaines espèces animales aujourd'hui éteintes ». C'est une reconnaissance donc de la réalité de ce qui n'avait été à l'origine qu'une simple intuition. Tout le monde n'est pas acquis à cette nouvelle vision des choses. À l'Académie des sciences, un certain Élie de Beaumont constitue un môle de résistance vis-à-vis de ce qu'il considère comme de l'invention, mais ces résistances progressivement vont devenir résiduelles, d'autant qu'en 1854 on a découvert des restes de stations lacustres en Suisse, d'autant qu'à la même époque le Danois Thomsen a mis en lumière la succession des âges de la pierre, du bronze et du fer, à partir des fouilles réalisées dans les tourbières scandinaves. On a également mis en lumière l'existence de milieux végétaux anciens, aujourd'hui disparus. Dans le Midi de la France, je l'ai dit tout à l'heure, Édouard Lartet, qui était un avocat à l'origine, il avait fait son droit à Toulouse, eh bien s'était passionné ensuite pour les recherches de Cuvier et il était devenu ensuite paléontologue et c'est ainsi qu'il avait découvert un singe fossile, parent des actuels gibbons, dès 1836. Donc l'ensemble de toutes ces découvertes, évidemment, allait apporter de l'eau au moulin de Bouchet-de-Perthes, d'autant que Lartet va ensuite fouiller des sites appelés à devenir célèbres, Aurignac en Haute-Garonne, par exemple, ce qui va l'amener à publier son traité sur l'ancienneté géologique de l'espèce humaine. Il établit même un classement en distinguant dans la préhistoire des périodes fondées sur la prédominance de telle ou telle espèce animale, l'ours des cavernes, l'éléphant, le rhinocéros, le renne, l'auroch.
Les choses, ainsi on le voit, se précisent et les obscurités de ces temps révolus commencent à s'éclairer progressivement. On découvre de nouveaux sites, à la Madeleine dans le Périgord, le site qui donnera son nom à la période magdalénienne, et là on trouve même une lame d'ivoire avec une gravure représentant un mammouth, ce qui évidemment semble confirmer, constituer une preuve de l'existence d'hommes contemporains à ces espèces animales aujourd'hui disparues. C'est même le premier signal permettant d'avancer l'idée qu'il avait existé un art préhistorique, ce qui sera largement confirmé après les grandes découvertes du début du XXe siècle qui faisaient suite dans le Périgord aux découvertes espagnoles d'Altamira quelques dizaines d'années plus tôt. Encore mieux, en 1856, on a découvert en Allemagne des restes humains dans le vallon de Néandertal qui montrent bien qu'il a pu exister des espèces d'humains, d'hominidés, disparus, fossiles, d'autant qu'on va trouver des vestiges, des squelettes tout à fait comparables dans d'autres régions d'Europe et spécialement dans le Périgord en France. Bouchet-de-Perthes a donc toutes les raisons d'être satisfait. Il y aura un petit problème en 1863 car on découvre une mâchoire supposée ancienne, la mâchoire de Moulin-Quignon. Il la voit comme une preuve en quelque sorte qui permet de confirmer ses théories. On saura ensuite, après analyse au fluor à une époque plus récente, que ça n'était pas le cas. Mais en tout cas, les choses désormais semblent acquise. Le tome 3 des Antiquités celtiques et antédiluviennes est maintenant reconnu par la communauté scientifique et Gabriel de Mortillet, à l'époque, crée même la première revue de préhistoire portant justement sur l'anthropologie, les vestiges remontant à l'ère quaternaire. Le contexte se prête au développement de ces recherches, puisque Napoléon III, à l'époque, crée le musée des antiquités celtiques et gallo-romaines à Saint-Germain-en-Laye, qui va recevoir d'ailleurs ce musée, les collections réunies par Bouchet-de-Perthes et par Lartet. C'est toujours Gabriel de Mortillet, à partir de 1866, qui classe tout cela. L'année 1866 voit le premier congrès international d'archéologie et d'anthropologie préhistorique qui se réunit à Neuchâtel en Suisse, et l'année suivante, en 1867, ce congrès international se tient à la faveur de l'exposition universelle de Paris. Les découvertes se multiplient à travers les grands travaux, notamment lors de la construction de lignes de chemin de fer. On va découvrir les sites du Moustier, les sites de la Madeleine, nous en avons parlé déjà, les sites du sud-ouest du Périgord donnent leur nom rapidement à des industries préhistoriques. Et finalement, tout cela va faire l'objet d'un travail d'analyse, de classement. Bouchet-de-Perthes a donc accompli un travail considérable. Il restait toutefois tout à fait modeste, puisqu'il nous disait ainsi « Je ne suis pas un savant, je suis un bohème de la science, je dis la bonne aventure, et si parfois je tombe juste, il y a plus de bonheur que de mérite. » Donc, se fixant à son intuition, eh bien, il avait en quelque sorte ouvert des voies qui allaient être brillamment développées par la suite. Il va mourir à Abbeville en 1868, à 80 ans, mais il avait été incontestablement le pionnier d'une science qui va connaître les développements que l'on sait à la faveur des grands travaux au cours des décennies suivantes et qui trouvera véritablement, qui révélera toutes ses potentialités, surtout au XXe siècle, depuis les découvertes de l'art préhistorique jusqu'aux travaux effectués en Afrique concernant les premiers hominidés.
Chers téléspectateurs, la Syrie occupe depuis maintenant 7 ans et le début de cette sanglante guerre civile le premier plan de l'actualité. Et je suis donc très heureux aujourd'hui de recevoir Madame Randa Kassis, qui est une actrice politique du jeu syrien, qui est une femme politique, anthropologue de formation, qui vient de publier aux éditions des Sirtes La Syrie et le retour de la Russie. Je signale ces éditions des Sirtes qui multiplie les publications à la fois très originales et très intéressantes concernant la Russie. Ça nous change un petit peu de la langue de bois habituelle. Alors, Madame Kassis, nous allons essayer avec vous de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe en Syrie et quelles sont les hypothèses auxquelles on peut songer quant aux évolutions à venir. Tout d'abord, je crois qu'il serait peut-être utile pour nos téléspectateurs de rappeler en quelques mots quelle a été l'évolution de la situation depuis 2011 quand la Syrie a été entraînée après d'autres pays dans ce vaste mouvement qu'on a baptisé à l'époque les printemps arabes et dont on a vu que l'évolution ensuite a déçu beaucoup, puisque dans de nombreux pays, cela a permis d'une part la victoire des islamistes, au moins pour un temps, des reprises en main autoritaires comme en Égypte, et puis alors le cas de la Syrie étant exemplaire du fait de la guerre civile interminable qui a démarré à ce moment-là. Voilà, comme vous l'avez dit, ça a commencé avec le printemps arabe qui a été déclenché en Tunisie, comme nous le savons, ensuite en Égypte, la Libye, la Syrie et le Yémen. Aussi, oui. Voilà, ça s'est arrêté après pour parler de cas syriens. Le cas syrien, comme aussi vous le savez, ça a commencé avec des manifestations pacifique, qui voulait vraiment un changement et qui voulait aussi réformer. Alors c'était une question de réforme. Après quelques semaines, ça est suite aussi au comportement de régime, c'est-à-dire ils ont quand même tué quelques activistes qui manifestaient dans les rues. C'était là où ça a déclenché on va dire, un autre type de manifestation. Ça veut dire qu'ils voulaient la chute du régime à l'issue ou plutôt à l'instar d'autres pays arabes. Voilà, c'est-à-dire des revendications réformistes pour débuter et ensuite une authentique volonté révolutionnaire. Et tout cela, ça n'avait pas commencé l'armement des rebelles. Alors là, on était en train, c'est-à-dire cette période-là de 15-17 mars, jusqu'au début 2012, il n'y avait pas un armement, il n'y avait pas quand même les rebelles ou les opposants ne demandaient pas un soutien d'armes pour affronter le régime. On était plus dans la répression de manifestations que dans une véritable guerre civile. Tout à fait. Alors c'était à partir de là où j'ai créé avec d'autres opposants syriens une coalition qui s'appelait la coalition laïque et démocratique syrienne. Il est certes que nous, de toute façon, même moi, je voulais le changement même radical au début de cette révolte, mais après, j'ai eu un recul avec le temps, c'est-à-dire avec la montée des islamistes, après aussi la création de Conseil national syrien, et le soutien et le financement de plusieurs pays régionaux et quelques pays occidentaux, j'ai tout de suite compris qu'on partait quand même vers la montée, vers une autre transition, une transition peut-être islamiste à la place de ce régime. Voilà, tout à fait. Ça veut dire, voilà, qui correspondait à vos... Ça veut dire d'une répression à une autre répression, on va dire. Pour cette raison, j'ai créé mon mouvement, le mouvement de la société pluraliste, où j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler aussi, j'ai débuté avec la Russie, puisque la Russie, comme vous le savez aussi, la Russie est un pays qui joue un rôle majeur dans ce pays, en Syrie. Et malheureusement que certains pays occidentaux jusqu'aujourd'hui, ils comprennent
cela, mais le problème, ils sont, on va dire, ils sont dirigés vers l'hostilité parce qu'ils sont gérés par leurs sentiments, en fait, la mentalité de la guerre froide qui est restée, qui réside jusqu'aujourd'hui dans certains pays occidentaux. Alors après, c'était en 2015 où j'ai créé la plateforme d'Astana. J'ai invité quelques opposants à venir à Astana pour discuter de la Syrie et de quelle solution. J'étais aussi quelqu'un qui défendait la solution politique. Je vous ai dit, c'est-à-dire c'était juste en 2012 où j'ai pris un recul et là j'ai compris tout de suite qu'il faut quand même, pour avoir une solution en Syrie, il faut partir, ou il faut le faire ou l'établir par étapes. Alors la première étape, c'était à Astana en 2015. Nous avons trouvé une place, un pays qui est neutre, qui a une très bonne relation. Le président Nazarbayev a une très bonne relation avec Erdogan. Voilà, tout à fait, le Kazakhstan, avec la Turquie, aussi bien avec la Russie. Là où il fallait vraiment trouver une autre plateforme, une plateforme neutre qui peut être à l'écart de tous les pays. Et c'était le Kazakhstan. Et heureusement, j'étais très ravie quand le président Poutine a annoncé le processus d'Astana militaire en 2017. Voilà, de désescalade. Voilà, des zones de désescalade. Dans certaines régions où continuaient les combats. Voilà, tout à fait. Le problème, c'est qu'il est très bien de trouver une solution, ou plutôt de réunir les rebelles armés avec le régime syrien pour arriver à trouver ces zones de désescalade et freiner la guerre. Je ne dis pas arrêter complètement la guerre, mais freiner la guerre, c'est-à-dire baisser le nombre des victimes en Syrie, la réduction aussi de la destruction en Syrie qui est très important. Oui, ensuite, il nous faut une solution politique. Alors pour cette solution politique, nous devons, c'est-à-dire une autre opposition qui n'existe pas dans la coalition nationale syrienne, elle n'est pas dans le HCN, mais qu'elle est là. Elle a de très bons rapports aussi avec beaucoup de pays, même avec la Russie. Ils sont des opposants ou des mouvements certainement dirigés par des figures d'opposition. Ils sont là pour trouver cette solution réaliste, une solution politique réaliste. Pourquoi je dis réaliste? Parce que tout simplement, il ne faut pas parler des élections avant de parler d'un gouvernement de transition. On ne peut pas parler d'un gouvernement de transition avant de parler de la Constitution. Et ça veut dire la réécriture d'une Constitution où tous les Syriens peuvent se réunir, où les représentants de plusieurs partis en Syrie peuvent se réunir pour se mettre d'accord entre eux sur la forme de l'État, parce que jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas quelle forme de l'État nous devons choisir. Sur la question de décentralisation, il y a aussi une réalité qui existe aujourd'hui en Syrie, où il y a des zones qui sont sous le contrôle d'autres partis. Parmi ces zones, il y a la zone l'auto-administration kurde, qui travaille avec des Syriaques, des Arabes et d'autres. Voilà. Avec tout ça, nous devons alors parler de la Constitution. Mais malheureusement, les deux partis, nous savons très bien que le régime ne souhaite ni réformer, ni parler d'un gouvernement de transition, ni parler d'ailleurs d'une nouvelle Constitution. Mais en même temps, nous avons aussi une autre opposition qui est soutenue par plusieurs pays occidentaux. Cette opposition aussi ne veut pas parler de la Constitution parce que tout simplement, elle parle, elle répète, elle a des slogans, elle répète ça depuis 7 ans, nous sommes à la 7e année, elle ne fait que répéter les mêmes slogans irréalistes. Le mantra du départ obligatoire de Bachar el-Assad. Le départ. Et même s'ils ont accepté, même s'ils ont accepté dernièrement de ne pas parler de départ ou d'une condition préalable, malheureusement, ils le disent après tout de suite. Oui, mais nous voulons un gouvernement de transition avec le départ de Bachar el-Assad. Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut trouver, de toute façon, que nous arrivons à trouver une solution politique en Syrie. C'est pour cette raison, il faut se mettre d'accord entre tous les Syriens d'abord. Là, nous avons
et grâce à Sochi, nous avons maintenant une commission constitutionnelle. C'est-à-dire, nous pourrons, puisque la création de cette commission a été faite à Sochi, où Genève, de toute façon, a échoué de le faire. Et justement, l'ONU, les représentants de l'ONU ont cautionné en quelque sorte cette décision prise à Sochi. Ce qui montre que cette réunion de Sochi, contrairement à ce que nous raconte la presse en général, n'a pas été un échec cuisant pour la Russie. Pas du parce tout. que tout ça, c'est un discours qui s'intègre dans la vision que vous évoquiez tout à l'heure d'une guerre froide qui n'en finit pas contre la Russie. Alors justement, la Russie et la Syrie, parce que c'est la matière de votre ouvrage, c'est pas quelque chose de nouveau, l'intérêt de la Russie pour la Syrie. Hein. Déjà au XIXe siècle, la Russie était intéressée de manière plus générale par les lieux saints, par toute cette région qui faisait partie à l'époque de l'Empire ottoman. Et puis c'est surtout l'époque de la guerre froide, où la Russie devient un partenaire majeur de la Syrie. Et cela, en fait, sous divers régimes successifs. La Syrie connaît beaucoup de coups d'État militaires à l'époque, après son indépendance, mais très vite, la Russie se positionne dans cette région. Tout à fait. La Russie déjà s'est positionnée pendant l'Union soviétique dans plusieurs pays arabes. Nous savons très bien que c'était aussi avec l'Égypte. Mais Anwar Sadat a préféré de couper ou d'interrompre ses relations avec l'Union soviétique après les deux guerres qui ont été faites avec Israël et leur échec. Alors là, il a préféré de changer son camp. Le camp, il a pris le camp américain, où on a vu de toute façon, il y avait ce qui a permis les accords de Camp David. Alors que la Syrie, elle, faisait partie du bloc du refus, avec des pays comme l'Irak ou le Yémen ou l'Algérie à l'époque. Et c'est resté, la Syrie, elle est restée. Alors après, nous savons aussi qu'après la dislocation de l'Union soviétique, la Russie a perdu une influence qu'elle avait auparavant dans cette région. Mais les relations entre la Russie et la Syrie n'ont jamais cessé. C'est ça. Alors, il y avait une relation, mais ce n'était pas cette relation très forte qu'il y avait à l'époque de l'Union soviétique. Après, c'est le retour de la Russie. C'est-à-dire, le retour de la Russie, pour moi, c'est fait, il y a surtout, certainement, à l'arrivée de Poutine, il y avait un retour, mais puisqu'il y avait aussi, il y avait des problèmes aussi internes avec la Tchétchénie, il y avait aussi, il s'est focalisé sur un libéralisme économique. Il y avait cette volonté aussi de revenir en force sur l'échiquier, en fait, de rétablir la zone dans le secteur proche-oriental. Malheureusement, après 2003, on a vu que la Russie n'était pas écoutée. Suite à avant l'intervention américaine en Irak, elle n'était pas écoutée. Après le printemps arabe, aussi ce qui s'est passé en Libye, aussi la Russie n'était pas écoutée. Alors c'était impossible de rester inactif pendant les prochaines années. C'est pour cette raison ils ont défendu la Syrie. Alors c'est où moi je trouve, il y a une grosse erreur quand il y a certains qui disent que la Russie défend Bachar al-Assad en personne. La Russie ne défend pas Bachar al-Assad en personne. La Russie défend avant tout la Syrie, l'État syrien. Ça, c'est et son intérêt géopolitique de tout à fait. présence au Proche-Orient et en Méditerranée. Tout à fait. Alors, de toute façon, c'est le dernier pays qui lui restait. Déjà dans la région. Alors, ce qui est tout à fait normal que la Russie défendait ses intérêts aussi et de garder cette influence en Russie. Surtout qu'on a vu aussi après les interventions américaines, des interventions militaires américaines en Afghanistan, en Irak, on a vu quand même, c'était un chaos. Ça a résulté un chaos quand même, un chaos complet. La Libye, est-ce que la Libye est venue confirmer? Voilà. La Libye, maintenant, nous allons voir avec ce qui va se passer avec le général Haftar. Et même, bizarrement, que le général Haftar, qui a vécu aux États-Unis,
là, depuis quelque temps, nous voyons quand même des relations entre aussi le général Haftar et la Russie. C'est pour cette raison, je dis, le retour de la Russie dans cette zone, parce que pour plusieurs raisons. Il y a bien sûr pour les Russes, il y a aussi un intérêt stratégique, mais il faut savoir aussi que la Russie comprend le Moyen-Orient et le monde arabe beaucoup plus que d'autres pays. La Russie qui a une forte minorité musulmane à l'intérieur de ses frontières et qui assume tout à fait cette présence musulmane, ce qu'on oublie un peu trop quand on est à l'extérieur. En même temps qu'elle se veut aussi la protectrice traditionnelle des chrétiens d'Orient qui ont été en quelque sorte passés pour quantité négligeable par les Occidentaux, ce que l'on a pu vérifier au cours des dernières années. Et elle n'a pas un passé colonial. Voilà. Ce qui est très important aussi pour pas mal de populations dans ce monde-là, dans ces pays arabes, qu'ils sont en train d'avoir une relation avec un pays qui n'avait pas un passé colonial chez eux. Alors, ce sont pour eux des relations qui sont différentes que les relations entre eux et d'autres pays occidentaux. Et même ce qui est significatif, c'est aussi le rapprochement de fait qui s'opère entre Russie et Turquie. Alors qu'ils ont été historiquement, pendant très longtemps, des ennemis en quelque sorte héréditaires. On sait la volonté russe de pousser vers les détroits, le ralliement de la Turquie à l'Alliance Atlantique au début de la guerre froide. Là, aujourd'hui, on assiste à quelque chose de tout à fait surprenant et d'inattendu, qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années. À vrai dire, il y a un diplomate, il y a quelques mois, un diplomate turc qui m'a dit: la Turquie et la Russie n'ont pas le luxe de ne pas avoir des relations ensemble. Ah oui. Et c'est vrai, ils n'ont pas le luxe, c'est-à-dire, on peut les compter comme des adversaires, mais des adversaires qui sont obligés de discuter, de parler pour plusieurs points qui... la proximité grande, et puis surtout, qui les approche. Les Turcs ont le sentiment que l'alliance américaine, aujourd'hui, n'est pas ce qui leur convient le mieux. Pour de multiples raisons. Voilà, pour la priorité aussi aux Turcs, leur priorité aujourd'hui, c'est la priorité kurde de PYD. Alors aujourd'hui, Erdogan, même si il veut exister, bien sûr, c'est-à-dire dans la politique, il peut exister dans la politique de la Syrie, mais il a une autre priorité. Alors cette priorité l'empêche d'être activiste jusqu'au boutiste comme il l'était il y a quelques années. Oui, parce qu'il a soutenu la rébellion syrienne pendant un temps. C'était un peu surprenant d'ailleurs, parce que la Turquie, justement, avait mis en œuvre une politique de bon voisinage avec tous les États proches, mais sur le cas de la Syrie, quand les printemps arabes ont éclaté, la Turquie avait pris une position de ce fait un petit peu inattendue, alors que les rapports avec la Syrie de Bachar el-Assad étaient plutôt bons en amont. Alors peut-être c'était un désir aussi des dirigeants turcs d'avoir peut-être l'influence qu'ils avaient auparavant, c'est-à-dire à l'époque ottomane. Parfois, ça peut-être ce qui s'est passé en Syrie, ça a bougé ce désir qui était bien, on va dire, qui était inconscient chez eux. Mais ils ont pu être déçus aussi de l'évolution des choses en Irak, parce qu'il y avait un vieux compte à régler autour de Mossoul, la question de la minorité turkmène, etc. Et finalement, là aussi, il y a eu une déception. Voilà, et les choses ont changé, c'est-à-dire, vu aussi les circonstances, ce qui s'est passé en Syrie, puisque la Turquie, elle voulait avoir une zone tampon qui n'a pas été acceptée aussi par les Américains ou les Européens. Pour cette raison, alors, elle a compris, et surtout après ce qui s'est passé, c'est-à-dire quand ils ont tiré sur le pilote russe et les relations qui est devenues des relations très adversaires entre la Turquie et la Russie. Et comme j'ai dit, c'est-à-dire la Turquie ne peut pas couper la relation avec
pour maintes raisons, peut-être une des raisons, c'est-à-dire le gaz aussi, qui est acheté par les Turcs à des prix quand même très intéressants. Alors, tout cela a fait que la Turquie est devenue le partenaire de la Russie, ce qu'on a vu, et grâce à ce partenariat, nous avons vu l'évolution ou pas que l'évolution dans les relations, mais aussi l'évolution, ce qui s'est passé en Syrie avec les zones de désescalade. Alors, vous allez me dire peut-être que les zones de désescalade, c'est vrai que c'est une bonne chose qui a été faite à Astana, et le problème, c'est-à-dire la guerre n'est pas arrêtée, on voit quand même aujourd'hui tous les jours des bombardements, ce qui est tout à fait, pour moi, c'est une guerre, puisque nous sommes en guerre, alors la guerre va continuer. Les zones de désescalade, c'est juste pour réduire... ça reste très local. Voilà, ça reste très local et aussi il faut que ça suive avec une solution politique. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas cette solution politique. C'est pour cette raison, il est urgent de travailler sur cette solution politique, mais pas comment est vue cette solution est désirée ou vue par certains pays occidentaux, comme les États-Unis par exemple, parce qu'on a un problème de cadre. Jusqu'aujourd'hui, pour moi, je constate que les pays occidentaux ont fait une erreur majeure quand ils ont soutenu qu'une partie d'une opposition qui est quand même s'il y a des figures laïques, mais ils sont proches et pro-islamistes. Sous la coupe islamiste. Et voilà, tout à fait. Et ils ont accepté de passer sous la coupe islamiste. C'est pas qu'ils n'ont pas accepté, ils continuent à le faire, ils continuent à être sous la coupe islamiste. Alors, mais malheureusement que ces pays occidentaux non, jusqu'aujourd'hui ne veulent pas, c'est-à-dire avoir un autre regard et voir que c'était une erreur et qu'il faut discuter avec tout le monde. Parce qu'à vrai dire, il y a d'autres opposants entre les deux, entre le régime et entre cette opposition. Pour moi, les deux sont des radicaux. Le régime comme l'autre opposition, l'opposition de HCN. Alors, il y a un milieu. Et ce milieu, il travaille aujourd'hui avec la Russie. C'est-à-dire, ce milieu, il est composé de plusieurs groupes de l'opposition syrienne qui est laïque, qui est réaliste et qui veut trouver une alternative et pousser la solution politique. Et on peut penser que la Russie va intervenir pour influencer le régime, le pouvoir de Damas, dans le sens justement de ce type de compromis permettant l'ouverture vers une alternative politique. Ce qu'on a vu à Sotchi, ça prouve que la Russie quand même a le pouvoir de pousser le régime. C'est-à-dire la commission constitutionnelle qui a été créée à Sotchi, malheureusement, l'ONU n'a pas réussi à former. Alors, oui, c'est grâce à Sotchi, c'est grâce à la Russie que le régime a accepté de former cette commission constitutionnelle. Qui avait échoué à Genève, tout à fait, ce qui a été a réussi à Sotchi. Tout à fait. Et peut constituer une première étape. C'est une première étape. Dans la perspective d'une solution politique. À venir. Alors, normalement, cette commission qui a été créée a été livrée, on va dire, à de Mistura, Staffan de Mistura, pour gérer cette commission, qui représente l'ONU, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie. Alors, maintenant, si les autres pays insistent de mettre, parce qu'il y a dans cette constitution, il y a quand même plusieurs partis, c'est-à-dire il y a le régime, des représentants du régime, il y a des représentants de groupes Sotchi qui est composé de 4 groupes d'opposition, et il y a aussi la société civile. Après, il y a aussi la part de cette opposition HCN. Alors, si l'Occident insistera ou continue à insister que le HCN doit être le seul interlocuteur qui est dans cette commission, certainement, il n'y aura pas de résultat. Voilà, il n'y aura pas d'issue, Non. Mais est-ce que certains n'ont pas aussi intérêt à entretenir la Syrie dans cette situation de chaos? Ça avait été formulé comme un des objectifs stratégiques d'Israël à une époque, d'entretenir dans un environnement jugé a priori hostile les situations de
chaos qui pouvait intervenir, comme ça a été le cas en Irak, aujourd'hui en Syrie. Est-ce que finalement, au bout du compte, certains ne trouvent pas leur compte à cette situation? Peut-être, mais malheureusement aussi, il faut dire qu'il y a certains pays, il y a aussi cette opposition qui n'est même pas consciente de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est en train de faire. Parce que le problème, c'est qu'on dirait, moi parfois quand je les regarde, je dis mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est comme l'OLP, c'est-à-dire si vous vous rappelez de l'histoire de l'OLP, on dirait qu'ils sont en train de répéter la même histoire. C'est-à-dire, pour eux, ils doivent être là, le seul interlocuteur, même si cette crise continuera pendant des années. Encore, oui. Mais le plus important, qu'ils soient là. Et un jour ou autre, c'est-à-dire en défendant la cause syrienne pour eux, c'est-à-dire ça les permet quand même de continuer pendant des années. On dirait que je ne sais pas si c'est conscient chez eux ou pas, parce que même, c'est-à-dire, ils ont envie d'avoir une solution, mais ils savent très bien que tant qu'ils sont là, il n'y aura pas de solution. Alors, à la place de se mettre à l'écart, ils préfèrent de rester et de continuer et peut-être, oui, d'endurer aussi. Bien, merci Madame Randa Kassis pour tous ces éclairages tout à fait originaux et inattendus sur cette situation syrienne. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La Syrie et le retour de la Russie, aux éditions des Syrtes. Merci. Merci.